La noblesse médiévale, en Europe occidentale, fondement matériel et idéologie. Le terme noble vient d'un mot latin qui est nobilis, qui est lui-même dérivé d'un verbe qui signifie connaître ou reconnaître, et qui en latin se dit noscere, donc première personne du singulier de l'indicatif présent nosco, deuxième personne noscis, au parfait novi et au supin notu. Le mot nobilis signifie d'abord digne d'être connu. Ensuite, en évoluant, il va signifier celui qui est réputé connu. Cette petite introduction étymologique pour aborder ce sujet important de l'histoire médiévale. Dans mon propos, comme le titre l'annonce, il sera question d'une part, pour commencer, des bases matérielles de ce groupe social, ensuite de l'idéologie qu'il va construire pour assurer, légitimer sa domination sur les paysans à titre principal et pour se faire reconnaître d'une manière générale dans la société. Si je commence d'abord par les fondements matériels, c'est que l'idéologie ne peut se comprendre que comme justification d'une position économique et sociale donnée, qui elle-même résulte d'un rapport de force. Dans cette première partie, je vais donc aborder le mode de production. Ensuite, il s'agira de comprendre comment une conscience de classe a pu être forgée dans un groupe donné et permettre ainsi la construction d'un véritable système idéologique. Je commence tout d'abord par les bases matérielles en essayant de montrer que les nobles, au Moyen-Âge et plus tard à l'époque moderne, sous l'Ancien Régime, sont des prédateurs et en même temps des parasites. Ces termes n'ont pas, dans ma bouche, une connotation péjorative. Je prends plutôt ici la société comme étant composée de gens qui, pour vivre ou pour survivre, doivent avoir une stratégie, et il se fait que la noblesse est très clairement du côté, je dirais dans le cadre de l'espèce humaine et dans le cadre tout à fait précis de la société médiévale en Europe occidentale, la noblesse est prédatrice et elle est en même temps parasite dans le cadre de l'économie qui prévaut à cette époque. Je commence tout d'abord par l'aspect prédateur. La noblesse s'est construite tout d'abord par la domination qui va lui permettre ensuite l'exploitation des paysans à titre principal.
Le moyen de sa domination, c'est le ban. Le ban, c'est en fait un pouvoir, le pouvoir de commander, le pouvoir d'être obéi, autrement dit, celui qui possède le ban possède la force et peut donc, de cette manière, contraindre ceux qui lui sont soumis. L'exploitation. L'exploitation, donc principalement des paysans, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, très largement, voire, je dirais même, jusqu'au tout début du XXe siècle, la population d'Europe occidentale, en tout cas de France, est constituée principalement par une population rurale. Mais tenons-nous-en ici au Moyen-Âge et à la société médiévale. Alors l'exploitation, à l'époque qui nous intéresse, s'organise dans un système qui prévaut à ce moment-là, qui s'est mis en place, parce que ce système est bien entendu le résultat d'une histoire, et qui est la seigneurie. Ce que l'on va appeler parfois la seigneurie classique. La seigneurie classique est un modèle. Dans le concept de seigneurie classique, pour des raisons opératoires, on distingue d'une part la seigneurie foncière et d'autre part la seigneurie banale. Je dis bien qu'il s'agit de concepts opératoires car il n'a jamais existé à l'état pur de seigneurie foncière ou de seigneurie banale. En fait, il s'agit d'un système où les deux sont mêlés, mais ces concepts que j'ai définis comme opératoires permettent d'y voir peut-être un petit peu plus clair dans tous les droits qui sont exercés par le dominant, le dominus, qu'on va appeler bientôt le seigneur, donc le seigneur, sur les personnes qui lui sont assujetties. La seigneurie foncière, c'est l'ensemble des droits qu'un individu exerce sur une terre, il s'agit donc de domination foncière. En ce qui concerne la domination banale, il s'agit de droits qui sont exercés par le même personnage sur des hommes. Dans le cadre de la seigneurie foncière, il y a un certain nombre de droits que le maître de la terre exerce sur ceux qui la travaillent. La seigneurie foncière est en fait issue des villas de l'époque carolingienne, du 8e, 9e siècle de notre ère, qui comprenaient deux parties. La première partie était gérée en faire-valoir direct, c'est ce que l'on appelle la réserve. Sur cette réserve repose un certain nombre d'obligations pour les ouvriers agricoles, mais le terme ouvrier ici n'est pas adapté, disons les paysans qui la travaillent et qui ne possèdent strictement rien en propre, évidemment pas comme propriétaire, et non plus en tant que locataire de cette terre. Ces terres qui sont dans la réserve sont les terres les plus riches
de l'ensemble du domaine foncier, donc ce que l'on appelle une villa à l'époque carolingienne, et ces terres sont appelées dans le nord de la France des coutures, le mot vient du mot culturae, donc qui signifie les cultures, et dans le sud de la France, on parle de condamine. Les redevances maintenant que doivent les paysans dans l'autre partie du domaine foncier, c'est-à-dire dans le faire-valoir indirect, ce sont diverses. Les lopins de terre, les parcelles de terre qui sont occupées par ces paysans sont appelées des manses ou des tenures, et les paysans doivent divers droits comme le cens, qui est une reconnaissance qui va peser d'ailleurs de moins en moins sur les paysans, car cette reconnaissance du loyer par rapport aux seigneurs va devenir de plus en plus faible avec les années. Les paysans doivent aussi des corvées, c'est-à-dire un certain nombre de jours par semaine, puis par an, aux propriétaires de la terre pour toute une série d'activités, par exemple l'entretien des chemins, par exemple. Maintenant, nous arrivons à la seigneurie banale. Donc vous vous souvenez que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait deux types, comment dirais-je, ou deux aspects de la seigneurie dite classique, c'est-à-dire celle qui se met en place à partir de la fin du Xe siècle et qui va prévaloir pendant le XIe, XIIe et XIIIe siècle, voire au-delà, pendant le courant du bas Moyen-Âge, et même jusqu'à la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle. Moment où ce que les révolutionnaires appellent les droits féodaux vont être abolis, alors qu'il s'agit en fait de droits seigneuriaux, mais ce débat entre le terme droits féodaux ou droits seigneuriaux a fait couler beaucoup d'encre, en particulier en opposant des médiévistes et des modernistes aussi, qu'ils soient ou pas de tendance marxiste. La seigneurie banale, donc, comporte un certain nombre, ou conduit à un certain nombre d'obligations pour les hommes qui y travaillent, et ces droits sont d'abord des obligations de type militaire et judiciaire, donc ce sont des prérogatives que le seigneur a sur le plan militaire comme le droit d'ost, c'est-à-dire le droit et la capacité pour le seigneur de convoquer ces gens lorsque celui-ci en a besoin, par exemple lorsqu'il est attaqué, ou lorsqu'il doit remplir des obligations en tant que vassal vis-à-vis d'un suzerain, de son suzerain. Il y a également des obligations, le seigneur a également des droits sur le plan judiciaire, que je ne vais pas décrire ici parce que ça me mènerait trop loin, et de toute façon je compte réaborder le sujet un petit peu plus tard lors d'un autre exposé, lors d'une autre conférence. Maintenant, il y a des droits fiscaux qui rapportent au seigneur un certain nombre de revenus. Alors, quels sont ces droits fiscaux? Il y a tout d'abord la taille. La taille qui est un prélèvement arbitraire
que le seigneur donc perçoit sur le travail et donc les revenus du paysan. On peut dire donc qu'il s'agit d'une expropriation du travail des paysans qui, dès lors, lorsqu'ils travaillent, produisent un surtravail, puisqu'il y a une partie de celui-ci qui va être confisqué, et je crois que le mot confisqué est le terme qui convient. Pourquoi? Parce que dans le mot confisqué, vous avez le mot fiscus. Le mot fiscus en latin signifie qui appartient à l'État. Or, la seigneurie banale est le produit de l'appropriation par les châtelains, qui étaient des officiers publics qui dépendaient des comptes, c'est-à-dire du personnel politique. On peut associer ceci à des gouverneurs de province qui dépendaient directement du pouvoir étatique à l'époque carolingienne, et suite à l'affaiblissement du pouvoir central, ces châtelains se sont appropriés un certain nombre de droits qui appartenaient à la puissance publique. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est la superposition de droits fonciers et de droits banaux qui vont conduire à la création donc des seigneuries dites classiques pendant l'apogée du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre le XIe et le XIIIe siècle, voire au-delà. XIVe et XVe siècle certainement aussi. Alors, je vous ai expliqué que donc il y a la taille, premier droit fiscal, il y a ensuite des banalités et des taxes, et il y a enfin des amendes. Alors qu'appelle-t-on banalité? Le mot d'ailleurs banalité a donné son nom à la seigneurie banale, ne l'oublions pas. Oui, le banum, ça s'écrit avec deux N, ça signifie commandement en latin. Alors les banalités, en fait, ce sont des droits que le seigneur perçoit parce que les paysans ont l'obligation d'utiliser des instruments, des moyens de production obligatoires qui sont monopolisés par le seigneur. Donc eux-mêmes ne peuvent pas avoir ces moyens qui sont d'une part pour les céréales le moulin pour moudre le grain, ensuite le four pour cuire le pain, et enfin le pressoir pour le raisin. Ces instruments, ces moyens de production sont monopolisés par le seigneur et lui procurent évidemment des ressources fructueuses. À côté de ça, vous avez aussi des taxes marchandes, par exemple liées à la circulation des biens. Je pense en particulier aux ton-lieu, qui étaient des droits qui étaient perçus par des hommes du Seigneur lorsque l'on franchissait un pont, lorsque l'on utilisait un chemin qui appartenait à la seigneurie. Enfin, il reste aussi les amendes perçues lors à des occasions diverses, et en particulier, je dirais, dans le cadre judiciaire. Nous allons passer maintenant, après avoir vu comment fonctionne cette économie de prédation de la noblesse, donc principalement
par l'exploitation des paysans, par la perception de droits multiples, que ce soit dans le cas de la seigneurie foncière ou de la seigneurie banale, c'est-à-dire dans le cadre de la propriété foncière qui appartient au seigneur, et d'autre part en tant qu'héritier de la puissance publique. Il y a ensuite l'aspect parasitage, que j'avais annoncé dans mon introduction. Le parasitage, en fait, c'est l'utilisation que font les seigneurs de tous ces revenus que je viens de mentionner. Autrement dit, ce qui leur permet de vivre noblement et qui les distingue donc de la masse de ces paysans qui dépendent d'eux. Il y a tout d'abord, je vais classer l'utilisation de ces revenus en deux catégories. Il y a d'une part, je dirais, la transformation de besoins vitaux en besoins qui deviennent superflus, autrement dit le passage de besoins élémentaires à l'opulence, et il y a ensuite l'utilisation du temps libre, puisque les seigneurs, leurs familles, leur entourage sont dispensés de travailler pour vivre et pour survivre, ce qui est le cas des paysans qui leur sont assujettis. Je commence donc par ces besoins qui sont élémentaires pour chaque individu, sauf qu'ici, ces besoins sont assouvis d'une manière exagérée. Et en cela, j'indique bien qu'il s'agit bien d'une économie parasite. Quand je dis économie, on a vu très rapidement quelle était cette activité de production qui donnait lieu à des droits, à des obligations pour les paysans. Ici, on est plutôt donc dans le mode, je dis mode de production, mais on est plutôt dans le revers de ce mode de production qu'est le mode de consommation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui distingue l'alimentation des nobles de ceux qui ne sont pas? Il y a le fait que eux, et je dirais pratiquement eux seuls, qui peuvent se permettre d'avoir une alimentation carnée. Alors cette alimentation carnée, elle leur est possible parce qu'ils disposent de bois qui leur permettent de faire la chasse et donc de courir après le gros gibier, tandis que les petits paysans, eux, dans le cadre du braconnage, peuvent évidemment se procurer du petit gibier. Mais ce qui est sûr, c'est que les paysans ne sont pas assez stupides que pour tuer l'unique vache que souvent ils possèdent et qui leur fournit du lait tous les jours. De la même manière pour les poules, ils ne vont pas tuer leur poule qui leur permet d'avoir des œufs frais. Donc, on est du côté des nobles, très clairement, dans le cadre d'une activité de prédation, d'autant plus que les nobles peuvent se procurer cette alimentation carnée grâce à leurs revenus importants perçus sur les paysans que je mentionne tellement depuis tout à l'heure et qui constituent donc l'immense majorité de la population pour l'époque que nous étudions ici. À côté de l'alimentation, il y a le logement. Grande différence aussi avec les paysans.
Les nobles vivent dans des châteaux. Il ne faudrait peut-être pas toujours exagérer l'importance du logement de ces nobles. Certains nobles ont l'équivalent de ce que nous appellerions une grosse ferme. Il ne s'agit pas obligatoirement d'un château en pierre. Néanmoins, lorsqu'ils possèdent un château et même une demeure plus modeste, il y a au moins 2 pièces où ils peuvent vivre. En effet, pour les paysans, tout se fait dans la même pièce. Et l'on vit souvent avec les animaux, dans la mesure où ceux-ci permettent de fournir une énergie calorifique à bon marché. Chez les nobles, il existe d'une part une salle commune où la famille, l'entourage du ou des nobles peuvent vivre ensemble, où il y a des banquets, où il y a des fêtes. C'est un lieu de sociabilité. À côté de ça, vous avez là où les chambres. La chambre, à l'inverse de la salle commune qui est un endroit public ou semi-public, la chambre est un endroit privé, un espace privé qui est réservé souvent aux femmes, qui est réservé également à la reproduction biologique de ce groupe social qu'est la noblesse. Maintenant, nous passons au dernier aspect, toujours dans le cadre des besoins entre guillemets élémentaires que tout être humain recherche, à côté de l'alimentation et à côté du logement. Il y a une seconde activité de protection et de défense, c'est en fait de protection, disons, ce sont les vêtements. Alors qu'est-ce qui distingue les vêtements des nobles des autres? Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer à mes contemporains l'importance des vêtements. Les vêtements ont une fonction, certes, de protection contre les intempéries, mais les vêtements ont d'abord une fonction de distinction sociale. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas comme les autres, de montrer qui l'on est, et donc de montrer que l'on vit noblement, puisque l'on peut être reconnu. Souvenez-vous de l'étymologie que j'ai rappelée au début de cette conférence. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, dites-moi comment vous êtes vêtu, et je dirai à quel groupe social vous vous identifiez. Même si aujourd'hui, il y a, et encore, une relative harmonisation pour certaines classes d'âge dans la population. Mais il est évident qu'on ne s'habille pas de la même façon dans les cités, on porte une sorte d'uniforme, hein, vous voyez ce que je veux dire, avec des baskets, avec des vestes brunes ou noires, on se coupe les cheveux d'une certaine manière, et de la même manière dans les quartiers de Nanty, dans les beaux quartiers, on s'habille d'une certaine manière. Les écoles, d'ailleurs, constituent un lieu particulièrement douloureux pour certains enfants parce qu'ils ne portent pas, par exemple, des vêtements de marque. Mais revenons au Moyen-Âge. Les femmes portent des vêtements très riches, des bijoux, le cas échéant. Les nobles, les hommes en particulier, ont
l'usage exclusif des fourrures, des gants, bien entendu, c'est dans cette classe sociale que l'on va porter des vêtements en soie. Ça coûte évidemment extrêmement cher, vu l'origine de la soie, qui vient donc de l'autre bout de l'Asie. Et je ne parle pas ici, évidemment, des éperons, puisque il faut posséder un cheval, et l'usage des éperons nécessite des frais importants, puisqu'il faut aller chez un maréchal ferrant, et que ce n'est pas donné à l'immense majorité des paysans qui n'ont évidemment pas de chevaux, sinon pour tirer leur charrue. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de besoins vitaux qui sont assouvis, mais de manière exagérée, et je dirais que un certain nombre de ces besoins, s'ils ne sont pas nécessaires à la vie d'un individu, font partie de sa manière de vie et font partie de cette nécessité de se distinguer des autres, dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler une forme de racisme social. Maintenant, à côté de ça, les nobles, puisqu'ils vivent en parasites, disposent de beaucoup de temps libre. Même s'il y a une activité en particulier qui leur est réservée en tant qu'obligatoire, c'est évidemment la guerre. Et c'est ce qui justifie, comme je le verrai lorsque j'aborderai l'idéologie, c'est ce qui justifie justement l'existence de ce groupe social différent des autres, qui se distingue des autres groupes. Alors, ces activités, elles sont basées sur le non-travail, si je puis dire. Autrement dit, sur l'oisiveté. Le terme d'oisiveté, qui vient de otium en latin, appartient à une pratique sociale qui remonte bien loin dans l'Antiquité. D'ailleurs, c'est le rêve de beaucoup de nos contemporains, c'est qu'un jour, ils ne devront plus travailler, et pas seulement pour des questions d'âge. Pensez au succès des euro-millions chaque semaine, et des publicités qui en sont faites à la télévision, où l'on vous montre des gens gagnant le gros lot et pouvant vivre dès lors sur une île qui leur appartient et profitant de tous les plaisirs de la vie. Dans l'Antiquité déjà, ne pas travailler était l'apanage, le privilège des aristocrates, et c'est ce qui les distinguait du menu peuple, et en tout cas des esclaves. Quels sont donc les loisirs des nobles? Que font-ils de leur temps libre? Alors, il y a tout d'abord, ou plutôt je vais citer les trois secteurs dans lesquels les loisirs peuvent s'épanouir, et d'ailleurs certains d'entre eux sont à cheval sur deux catégories. Je vais commencer par les activités liées directement au corps, ensuite celles liées à l'esprit, et enfin les activités qui sont liées à la sociabilité, ce qui me permettra de faire une transition vers l'idéologie. Tout d'abord, les activités liées au plaisir du corps. Il y a tout d'abord la chasse que j'ai évoquée tout à l'heure dans le cadre de l'alimentation carnée. Il y a les tournois qui sont au fond des simulacres
mais dans le cadre de rituels précis, des simulacres de la guerre, et enfin il y a la guerre elle-même. Donc certaines de ces activités sont des activités, je dirais presque sportives, qui sont des entraînements à l'activité militaire. Ensuite, comme activité de l'esprit, vous avez la capacité à vous éduquer ou à être éduqué, et aussi à lire. Même s'il ne faut pas imaginer, bien sûr, que la pratique de la lecture à cette époque-là était celle que certains individus peuvent avoir aujourd'hui. Quand je dis littérature, il ne faut pas seulement penser à la littérature écrite. Il faut penser bien sûr à la littérature orale, c'est d'ailleurs l'origine de la littérature. Pensez aux chansons de gestes, pensez aux romans également, le roman de la Rose, le roman... il y a toute une série de romans à l'époque qui paraissent, la chanson de Roland bien entendu, et ceci, ces chansons de gestes ou ces romans étaient déclamés lors de journées ou de soirées donc dans les châteaux. Donc il n'était pas nécessaire de savoir lire. Enfin, je vous ai parlé d'une troisième catégorie, mais vous avez bien compris que mon souci de classifier régulièrement tout ce dont je parle est lié à un souci pédagogique pour ceux qui, le cas échéant, voudraient prendre des notes, c'est enfin la sociabilité. Alors la sociabilité, c'est une activité de l'être humain lorsqu'il est en groupe. L'être humain appartient à une espèce qui est sociable. L'être humain vit en groupe pour des raisons de stratégie de survie au départ, mais aussi parce qu'il y a nécessité d'échanger des informations et la nécessité d'avoir des alliés, des amis. Alors, la sociabilité, elle se développe à l'époque médiévale dans le cadre de banquets, dans le cadre de fêtes, et une des fonctions, outre celle du plaisir que l'on a à s'amuser ensemble, c'est justement de développer une conscience de groupe, je dirais une conscience de classe, qui vous distingue très nettement de ceux qui ne peuvent pas en bénéficier et qui vous permettent à vous d'en bénéficier. Donc lorsque vous êtes avec vos pairs, P-A-I-R-S, se développe l'idée que nous formons un monde différent, un monde séparé des autres. Et qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale? Sinon le sentiment de former un groupe compact face à un autre groupe qui peut menacer l'existence de son propre mode de vie. Maintenant, passons justement à ce second volet de mon exposé et qui est intimement lié au premier. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que des bases matérielles, des fondements économiques qui permettent à la noblesse de pouvoir vivre et même de très bien vivre dans le cadre d'une économie de prédation et de parasitage. Maintenant, nous passons à un autre niveau, puisque nous quittons, je dirais, ce que Marx aurait appelé l'infrastructure, même s'il y a des éléments de superstructure dans ce dont je viens de vous parler, et nous allons passer donc à la superstructure.
Donc nous allons passer à la formation d'une conscience de classe qui va reposer sur un vivre commun, d'où va se dégager la nécessité de construire une idéologie. Dans un premier temps, je vais expliciter quelles sont les valeurs défendues par la noblesse, et dans un deuxième temps, je vais expliquer d'une part quels sont les arguments pour cette noblesse qui lui permettent plutôt de justifier, de légitimer ses activités ou ses non-activités, et aussi de voir qui a véhiculé ces valeurs, cette idéologie. Je commence donc par les valeurs. Alors, qui dit valeur morale. Quand je dis morale ici, il ne faut pas mettre de connotation positive ou négative. Quand je dis morale ici, j'utilise l'épithète en tant qu'adjectif issu du mot mœurs. Alors, quelles sont ces valeurs? Valeurs tout d'abord liées au mode de vie, autrement dit, valeurs de type économique, de comportement économique. Il y a une valeur qui est propre à la noblesse, c'est qu'elle doit même montrer sa libéralité, sa générosité, mais pas de n'importe quelle manière. Elle le peut, bien entendu, parce qu'elle a les moyens de pouvoir le faire, puisqu'il s'agit de surplus, de superflu, mais c'est une manière aussi de se faire reconnaître par ses pairs et par ceux que l'on domine le cas échéant. Mais c'est surtout les pairs qui en profitent, les égaux, ou ceux qui appartiennent au système féodo-vassalique. Donc lors de fêtes, lors de rencontres, on donne, mais on donne avec ostentation. On a besoin de montrer que l'on donne. Donc, ce ne sont pas des dons privés qui résulteraient d'une morale, je dirais, chrétienne, tout à fait discrète. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un acte social. Ensuite, il y a des valeurs qui sont liées cette fois vraiment à la morale au sens classique du terme, et des valeurs qui sont liées, des valeurs militaires. Je commence tout d'abord par ces valeurs dites morales. C'est tout d'abord le courage. Non, excusez-moi, je parle d'abord des valeurs, oui, d'abord des valeurs militaires, excusez-moi. Donc, la nécessité de montrer que l'on est courageux, que l'on est capable de prouesse, donc de se dépasser pour soi ou pour une dame, comme dans la littérature courtoise. Et puis il y a des valeurs morales au sens propre. Il s'agit de montrer que l'on est vertueux. Alors dans la hiérarchie, c'est cette dernière qualité qui est la plus prisée. Si vous êtes courageux, mais que vous n'êtes pas vertueux, vous n'êtes qu'à un échelon de la hiérarchie des valeurs morales de la noblesse. Donc vous n'êtes vraiment considéré comme noble que si vous êtes courageux, mais et surtout vertueux. Maintenant, je vous ai dit que j'allais traiter des arguments qui légitiment et des véhicules qui permettent à cette idéologie de se diffuser. Je commence donc par la légitimation. Alors cette légitimation, elle a d'abord des origines, je dirais,
intellectuels, mais qui ne font qu'avaliser en fait donc une organisation sociale, c'est-à-dire la division des activités, des tâches à l'intérieur de la société médiévale. C'est la fameuse trifonctionnalité qu'a tant étudié Georges Dumézil dans le cadre des systèmes mythologiques des Indo-Européens. Il s'agit vraiment d'une division du travail. Mais cette division du travail, entendons-nous bien, elle n'est évidemment pas choisie par l'ensemble de la population. Elle est contrainte. Et pour pouvoir justifier cette activité de prédation qui laisse du temps libre aux nobles pour pouvoir faire la guerre, mais entendons-nous bien, ce n'est qu'une partie de leur activité, donc le reste du temps, il s'agit vraiment d'une activité de parasite. Pour pouvoir donc justifier cette activité, une théorie va être conçue, va être mise au point par des ecclésiastiques au XIe siècle, en particulier par l'évêque de Laon, Adalbéron. Donc Adalbéron de Laon va construire une idéologie, un système qui va justifier l'ordre social, qui va justifier un ordre établi. Dans son discours, enfin quand je dis dans son discours, dans ce qu'il écrit, il va parler de 3 groupes dans la société. Le groupe des oratores, c'est-à-dire de ceux qui prient, autrement dit des membres du clergé. Ensuite, du groupe des bellatores, c'est-à-dire le groupe de ceux qui font la guerre, c'est-à-dire les guerriers, c'est-à-dire la classe aristocratique, la classe noble, et enfin, un dernier groupe qui représente la très grande majorité de la population, l'immense majorité de la population, c'est-à-dire tous les autres. Ce sont les laboratores, donc c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui font le labor. Et parmi ceux-ci, il y a d'abord, bien sûr, les paysans, mais aussi tous les autres, comme les artisans, les marchands, etc. Ce système qui est mis en place va permettre à la noblesse de légitimer sa domination sur la grande partie de la population, sur les paysans, donc dans les villages, et viendra bien à point. Parce qu'un système social, pour fonctionner, a toujours besoin de légitimation. En fait, c'est tout à fait évident. Mais lorsque vous entendez des discours de dirigeants politiques, économiques dans notre société, vous allez voir que ça n'arrête pas de justifier les raisons d'une politique d'austérité, etc., etc. Vous en avez l'habitude. Mais on est tellement habitué à cela qu'on oublie qu'il s'agit d'une véritable idéologie qui permet, dans le cadre d'un complexe très important, via à notre époque les médias, la publicité, qui permet de nous faire croire que le mode de vie que nous menons est un mode de vie naturel, que nous avons besoin de consommer, etc., etc. Alors qu'il s'agit d'un mode de vie qui est tout sauf naturel et qui résulte évidemment
de la volonté de s'enrichir, pour certains, sur le dos de la grande majorité. Je ne dois pas vous faire un dessin parce que je crois quand même que vous comprenez très bien. Mais on oublie parfois, et il faut le rappeler aux plus jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail, même si l'on dira que le savoir ne résout rien, mais enfin, la politique de l'autruche, la politique de l'ignorance des masses est tout à fait immorale, bien entendu, et si l'on ne sait pas, on croit peut-être que c'est naturel et on croit peut-être que finalement on n'est pas si malheureux que ça, et on oublie quand même qu'il y aurait moyen collectivement d'améliorer notre sort dans le cadre de lutte commune. À côté de ça, maintenant, il y a, toujours dans le cadre de la division des tâches, une justification que la noblesse va utiliser, et cette fois vraiment en travaillant, donc à côté de l'exercice de la guerre, c'est le service du prince, qui n'est pas obligatoirement un service de type militaire, qui peut être également un service dans le cadre de fonctions politiques, judiciaires, voire administratives. Ce service du prince va être pratiqué par la noblesse, surtout à partir de la fin du Moyen-Âge, XIVe et XVe siècle, même si ce service du prince existe depuis l'époque carolingienne. Alors pourquoi au XIVe et au XVe siècle? Parce que c'est une période de crise sociale, sociétale, crise économique, qui conduit à la baisse de la rente foncière, et par conséquent, les nobles doivent trouver des revenus qui ne sont pas issus directement de leur seigneurie. Et par conséquent, certains sont contraints de partir à la cour ou de partir au service du prince, qu'il soit roi, empereur ou qu'il occupe d'autres fonctions. Maintenant, ça ce sont des arguments sociaux, je dirais. D'une part, la division des tâches, énoncée par des théoriciens, des ecclésiastiques, puisque les intellectuels à cette époque-là sont essentiellement des ecclésiastiques, mais pas seulement. Et puis, d'autre part, le service du prince que je viens d'évoquer, mais à côté de cela, il y a aussi un autre aspect de cette théorie légitimante qui est bien présent et sans doute beaucoup plus ancré chez les nobles, c'est la théorie du droit naturel. Du droit naturel de la noblesse à exercer une domination. Car les nobles estiment qu'ils appartiennent vraiment à une race différente. Et ceci est concrétisé d'une part par une conscience aiguë d'appartenir à un lignage, et cette conscience est matérialisée par l'existence de nécropoles ou de cimetières où l'on peut voir les tombes des nobles. Donc le mot nécropole n'est pas exact parce qu'il renvoie à une agglomération de morts, puisqu'il y a le mot police derrière tout ça quand même étymologiquement, mais je dis ici que la présence de tombes bien distinctes, en particulier des nobles se font enterrer sous le pavement même des églises, leur fait prendre conscience qu'ils appartiennent à un groupe
Ils ont donc une généalogie. Autrement dit, la légitimation ici est liée à votre ADN. C'est donc la légitimation du sang. Mais pour que ce sang ne soit pas pollué, il faut qu'il n'y ait pas de mésalliance. Et c'est ainsi qu'à côté de cette appartenance verticale à une famille, il y a également la nécessité de former des alliances horizontales avec d'autres familles qui appartiennent au même groupe. Tout ceci renforce encore ce sentiment de conscience de classe, on n'est pas comme les autres, et distingue ainsi la noblesse des autres groupes sociaux. Maintenant, quels sont les véhicules de cette idéologie? Il faut essayer de se représenter au quotidien ce qu'est la vie d'un paysan. Un paysan, pendant la semaine, jour après jour, travaille dans ses champs pendant les périodes où il faut travailler la terre, au moment des semailles, au moment des moissons ou des vendanges. Le paysan voit cette demeure seigneuriale qui est arrogante, a fortiori s'il s'agit d'un château. Les paysans aussi assistent aux sermons, écoutent les sermons des prêtres le dimanche, où on leur bassine l'idée qu'il y a un ordre social qui a été voulu par Dieu et que cet ordre social est donc naturel. Les prêtres se font ainsi des chantres de l'ordre établi, même s'il peut leur arriver, pour certains d'entre eux, mais c'est rare, de condamner l'injustice. Même si certains rappellent aux nobles qu'ils ont un devoir à partir du XIe, XIIe siècle vis-à-vis des plus faibles. Mais enfin, l'Église a une fonction idéologique qui est absolument claire. Elle a une fonction de ciment. Elle participe d'une idéologie de collaboration des classes. Collaboration forcée, bien entendu. Ensuite, les paysans, lorsqu'il leur arrive de voir le Seigneur ou sa famille, voient qu'ils ont un comportement différent. Ils ne sont pas habillés de la même manière, ils ont des attitudes qui ne sont pas les leurs, et tout ceci renforce l'idée qu'il y a deux mondes. Et derrière ces deux mondes, il y a évidemment des pratiques sociales qui sont celles de la domination et d'autre part de l'exploitation. Enfin, si l'on se place maintenant du point de vue des nobles, je vous ai parlé tout à l'heure de la littérature orale et de la littérature écrite, et la naissance dans la littérature de l'amour courtois met en évidence des pratiques qui sont celles de valeurs vertueuses, justement, des chevaliers entre eux et vis-à-vis de la dame qu'ils aiment, mais auxquelles ils ne vont pas déclarer leur amour en tant que tel, puisque cette dame est une dame en fait qui est éloignée. Mais en tout cas,
la littérature chez les nobles eux-mêmes renforce l'idéologie selon laquelle il existe bien deux mondes différents dans la société féodale de l'époque. J'en arrive tout doucement à ma conclusion. Vous aurez compris que mon exposé comprenait deux parties. Une première partie dans laquelle j'ai développé et expliqué quels étaient les fondements matériels de la puissance de la noblesse. Ensuite, j'ai tenté de montrer quels arguments permettaient de légitimer la vision de cette vie pénible qu'ils imposaient aux paysans. Dans cette conclusion, j'aimerais bien montrer que à la fois ces bases matérielles et cette idéologie sont les éléments constituants et nécessaires de ce que l'on peut appeler un véritable mode de production. Ce mode de production va évoluer à travers le temps. Je ne vous apprends rien en expliquant que le mode de production dominant dans l'Antiquité était l'esclavagisme. Le mode de production dominant, parce qu'on oublie chaque fois d'ajouter le mot dominant quand on parle de mode de production, à l'époque qui nous intéresse, est basé sur l'exploitation des paysans. Au cours des siècles, au bas Moyen-Âge, à l'époque moderne, ce que l'on appelle l'Ancien Régime, du XVIe au XVIIIe siècle, le concept de noblesse va se transformer. À l'origine, étaient nobles des membres du personnel politique, des rois, mérovingiens puis carolingiens. Ceux-ci étaient des gouverneurs de province, des préfets, si vous voulez, de grands départements. Ils avaient des fonctions exécutives et des fonctions judiciaires, et aussi des fonctions militaires. Progressivement, après la fin de l'Empire carolingien, donc à partir du dernier tiers du IXe siècle et au Xe siècle, la puissance publique centrale se décompose. Ce sont progressivement, disons, entre ce qu'on a appelé autour de l'an 1000, donc il faut placer en fait cet an 1000, cette période de l'an 1000 comme étant une période assez large, puisqu'elle s'étend de 980 à 1160. Vous voyez, ça couvre presque 2 siècles. Donc pendant cette période-là, se met en place un système où des officiers publics, les châtelains, récupèrent, s'approprient une partie de la puissance publique. Ils sont eux-mêmes et progressivement des propriétaires fonciers de plus en plus importants. Et la noblesse n'a donc plus la signification en tant que terme de ce qu'elle pouvait avoir précédemment. On est dans le cadre donc de cette seigneurie foncière et banale, où la noblesse trouve sa justification par la nécessité de pouvoir disposer de temps libre parce que sa fonction première est de se battre contre des ennemis extérieurs.
tant pour protéger les villageois que pour répondre aux demandes des suzerains. Lorsque l'on va avancer vers le XVIe, XVIIe siècle, va se former ce que l'on appelle une noblesse de robe. Cette noblesse n'a pas pour fonction de se battre, en quoi elle se distingue de la noblesse d'épée. Ce sont des membres de la bourgeoisie qui montent dans cette noblesse de robe. Des titres de noblesse vont d'ailleurs pouvoir aussi s'acheter. Il faut d'ailleurs, pour pouvoir occuper des emplois publics, des offices, il faut disposer de sommes d'argent, puisque les offices vont s'acheter dans le cas de la vénalité des offices. Et puis à côté de cette noblesse d'épée et de cette noblesse de robe, donc de magistrats, il y a la magistrature, vous avez encore une autre noblesse, qui est la noblesse qui est accordée, ces titres de noblesse qui sont accordés par le roi, par le souverain, à des favoris, à des personnes de confiance, et qui ne rentrent donc pas dans les deux premières catégories. La vieille noblesse, c'est-à-dire la noblesse d'épée, et plus tard même la noblesse de robe, vont progressivement former corps face à ceux qui souhaitent, parce que de plus en plus ils ont le pouvoir économique, je pense à des grands négociants, des grands fabricants, disposer du pouvoir parce qu'ils observent, ils constatent que très nettement il n'y a pas d'équation entre leur pouvoir économique d'une part et leur pouvoir politique de l'autre, quant à la reconnaissance non plus, parce que l'on est dans une société d'ordre fondée sur des privilèges, autrement dit, il existe de nombreuses catégories de la population qui ne sont pas soumises aux mêmes lois et qui d'ailleurs, lorsqu'elles ont des litiges, ne passent pas devant les mêmes tribunaux, revendiquent donc une égalité juridique. C'est ce qui va être fait donc en 1789. Souvenez-vous de la nuit du 26 août, enfin de la journée du 26 août 1789, à l'issue de laquelle est proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les droits dont il est question ici, ce sont des droits juridiques. Il n'est en aucune manière question de droits économiques. C'est la bourgeoisie qui, dans le cadre d'une révolution que l'on peut appeler, non pas démocratique au sens propre, mais enfin qui s'en rapproche par rapport au système aristocratique et par rapport à la monarchie administrative qui prévalait jusqu'alors, qui constitue donc un grand pas dans l'histoire de l'humanité et de la France en particulier. Il n'est pas question, je vous le disais, qu'il y ait égalité de droits économiques, même si certains, je pense à la conjuration des égaux avec Babeuf, voulaient instaurer une forme de communisme, même si ce communisme est embryonnaire et n'a pas, comment dirais-je, les atouts théoriques qui seront développés par Karl Marx plus tard.
On va donc passer d'un discours aristocratique, qui est celui de la théorie des trois ordres, à un discours de type méritocratique. Autrement dit, les individus ne pourront occuper des fonctions publiques, je dis bien publiques, que dans la mesure où ils en ont le talent, où ils en ont les compétences. C'est donc la fin d'un système de privilèges et d'un système où l'occupation des fonctions politiques est liée à la bonne volonté du roi. On est donc passé d'une idéologie valorisant l'oisiveté pour la classe dirigeante et la justifiant à une nouvelle théorie politique où le travail constitue la base de la reconnaissance sociale. Alors ceci est évidemment très beau, mais on sait que dans les faits, ça n'a pas été appliqué. Ou plus exactement, il s'agit d'une utopie. De la même manière que l'idéologie nobiliaire va être reprise partiellement par la bourgeoisie qui va s'installer au pouvoir, principalement la grande bourgeoisie, de la même manière, cette idéologie du travail et de la nécessité du travail, la justification du travail, va être un must qui n'étonnera pas les classes dominées, parce qu'elles ont toujours connu le travail, ça a toujours été leur mode de vie, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la classe dominante parle toujours de donner du travail, comme si le travail se donnait, d'offrir des emplois, alors que l'on sait très bien qu'il faut complètement inverser cette logique langagière de demande du travail et d'offre du travail, puisqu'elle est le reflet d'une idéologie, celle de notre époque, qui est celle du capitalisme. Mode de production qui n'est pas éternel, puisque tout mode de production, à un moment donné, connaît ses contradictions et évolue vers autre chose, mais nous sommes loin du chemin, très loin du chemin pour l'instant, pour voir le bout de ce tunnel. Mais qui sait, il y aura peut-être des événements qui sont en train de se préparer de manière latente, inconsciente, dans les populations du monde, et que des révoltes, voire des révolutions éclateront et feront sauter ce système qui s'est étendu pratiquement à la planète entière, y compris en Chine. Je vous montre maintenant quelques ouvrages. Tout d'abord, un ouvrage que j'ai lu pendant ma dernière année d'études, quand j'étais étudiant à l'Université de Bruxelles, en 1980, un ouvrage d'Alain Guéraud, Le féodalisme, un horizon théorique. La préface est de Jacques Le Goff, un grand médiéviste français, les éditions Le Sycomore. Il s'agit d'un ouvrage vraiment d'un essai, parce qu'il s'agit plus que cela, il s'agit d'un essai presque philosophico-historique, ou historico-philosophique, enfin c'est un travail d'épistémologie approfondi qui est posé ici quant à l'utilisation des concepts que l'on fait habituellement lorsque l'on traite du Moyen-Âge. Et je vous lis ici
ce qui est indiqué sur la page de couverture, la 4e de couverture. Un premier axe de réflexion conduit donc Alain Guéraud à rechercher les conditions d'utilisation de tel ou tel concept dans la pratique des médiévistes et modernistes des 19e et 20e siècles, à montrer les transformations internes des concepts propres à l'étude du féodalisme et les rapports de ces transformations avec l'évolution des principales tendances de l'idéologie bourgeoise. Dans un deuxième temps, l'auteur met en place un système d'hypothèses susceptibles de rendre compte rationnellement des réalités de l'Europe féodale. 3 rapports sociaux principaux sont pris en compte: le rapport de domination des seigneurs sur les paysans, les rapports de parenté et de pseudo-parenté, les multiples aspects du rapport de l'Église au sein de la société. Vous verrez que mes propos ne sont pas étrangers au projet de ce livre. Alors, un recueil d'articles dû à un grand médiéviste français décédé à la fin du XXe siècle. Il s'agit de Georges Duby, La société chevaleresque en chant flammarion. Alors, l'ouvrage, plutôt un des ouvrages fondamentaux, mais celui-ci me semble tout à fait essentiel, c'est un ouvrage intitulé « Naissance de la noblesse, l'essor des élites politiques en Europe », dû à un grand historien allemand, médiéviste allemand, qui s'appelle Karl Ferdinand Werner, dont j'ai pu écouter certaines conférences lorsqu'il était directeur de l'Institut historique à Paris. Cet ouvrage a été édité chez Fayard. Je ne vous montrerai pas l'ouvrage fondamental c'est Guillaume Mazel, sur l'aristocratie médiévale, paru dans la collection U chez Armand Collin, parce que je l'ai prêté à un collègue. Dans la bibliothèque des histoires, du même Georges Duby, guerrier paysan, 7e, 12e siècle, premier essor de l'économie européenne. Gallimard. Alors, un ouvrage ancien, mais qui est très pédagogique, Seigneurie et féodalité au Moyen-Âge, donc Guy Fourquin, Presse universitaire de France, collection L'Historien. De Robert Fossier, La société médiévale, dans la collection U chez Armand Collin. La guerre au Moyen-Âge, Philippe Contamine, dans la collection Nouvelle Clio aux Presses universitaires de France. En ce qui concerne l'idéologie, un grand classique de Georges Duby, Les 3 ordres ou l'imaginaire du féodalisme chez Gallimard. Alors, la thèse de Jean-Marie Meuglin, Les ancêtres du prince, propagande politique et naissance d'une histoire nationale en Bavière au Moyen-Âge, 1180-1500, publié à la librairie de Rose, à Genève. Alors, dans cet ouvrage, Jean-Marie Meuglin, qui, sauf erreur de ma part, enseigne toujours à la Sorbonne, où il en est sorti très récemment, mais en tout cas, il enseigne toujours, sauf erreur de ma part, à l'école pratique des hautes études, la 4e section. Il s'agit d'une étude qui permet d'approcher la nécessité pour les familles nobles, ici en l'occurrence le pouvoir ducal en Bavière, la nécessité d'avoir donc une généalogie, d'élaborer une généalogie. Et enfin, aux Presses universitaires de France, dans la collection Littérature moderne,
Un ouvrage que je conseille vivement, là aussi, il n'est pas tout récent, mais enfin, dans ma bibliothèque, je retrouve des ouvrages qui ont été vraiment des lectures très profitables quand j'étais jeune. Littérature, politique et société dans la France du Moyen-Âge de Dominique Boutet et d'Armand Strubel. En fait, il s'agit d'un ouvrage écrit par des littéraires, mais qui tiennent, et c'est d'ailleurs le projet même de leur livre, à comprendre la littérature médiévale française dans le cadre des structures économiques et sociales. C'est une démarche qui n'est pas souvent faite par des littéraires et qui mérite donc d'être soulignée. Je peux vous lire quelques éléments ici de la 4e de couverture. Parmi les questions qui sont posées, comment la chanson de geste reflète-t-elle la structure de la société féodale? La littérature prend-elle acte de la décadence de la chevalerie qui commence dès le XIIIe siècle, ou veut-elle maintenir un mythe sans rapport avec la réalité? Qu'est-ce qui traduit la montée de la bourgeoisie, l'intrusion d'argent dans les œuvres de ce temps, etc. Voilà, je vous ai montré quelques livres qui permettront d'approfondir, bien entendu, le sujet dont j'ai traité dans le courant de cet après-midi, mais qui explique un petit peu le plan du cours que j'ai adopté ici et les arguments que j'ai voulu développer et surtout montrer quelles sont les informations et les travaux de recherche, travaux de synthèse sur lesquels je me suis basé. J'ai dit